suis content parce qu'on va pouvoir parler ensemble de ce que c'est qu'un outil suffisant, explorer un petit peu ce qui se cache derrière et aussi vous parler du coup d'un de mes problèmes ou plutôt d'un de mes anciens problèmes. Le chiffre tant attendu, l'analyse de 9000 verbatim, enfin l'analyse de beaucoup de verbatim. Alors, pourquoi c'est un problème? Est-ce que déjà parmi vous, certains ont dû analyser beaucoup de verbatim comme ça, 9000, un peu moins, un peu plus? Ok, là je vois que le feedback est compliqué. On va mettre des règles entre nous, hein, des règles d'interaction. Je vous propose de taper des mains pour dire oui et de taper des pieds pour dire non. Je sais, c'est original, mais ça va permettre de créer quelque chose, d'accord? Alors, on va faire un test. Est-ce que vous êtes content d'être à la School of Product aujourd'hui? Quand même. Bon, c'était pas du tout attendu, une question pas du tout biaisée, je pense que vous l'avez comprise. Et sinon, cette vraie question, est-ce que vous avez déjà dû analyser beaucoup de verbatim? Ah, quand même, non, ouais, non, il y a quand même pas mal de gens qui sont passés par là. Et pour tous les autres, vous devez savoir quand même que c'est très chronophage, que ça prend beaucoup de temps, que c'est très répétitif aussi, hein, clairement. Globalement, j'avais oublié ça. Globalement, il faut lire ce que dit un utilisateur, potentiellement beaucoup de phrases, il y a peut-être plusieurs idées, labelliser, donner des thématiques à ce qu'il raconte, et puis le faire fois 9000 fois, dans le cas présent, mais fois beaucoup de fois. Bon, globalement, c'est long, c'est compliqué, et on s'en prive pour toutes ces raisons-là. Alors, vous l'aurez compris, on va parler d'un outil pour analyser ces verbatim-là, Verbatim Analyzer. Voilà. On est aussi original pour donner des noms, je sais. Mais ça va être aussi le prétexte pour qu'on parle de l'utilité au sens large, de la data science, et en tout cas les bases, parce que c'est un outil d'IA, donc on va essayer de donner un petit peu de contexte à tout ça. On va parler de frugalité, le bon rapport entre le nitro et le nitro peu, et puis on mettra tout ça en contexte avec quelques chiffres sur cet outil-là, notamment la balance entre les performances et les coûts. Alors déjà début de l'histoire, bonjour tout le monde, enchanté, je m'appelle Alexis et je suis User Researcher chez Octo. Même si ça du coup tu m'as déjà présenté. Et chez Octo, je fais partie d'une tribu, la tribu User Research. Globalement, c'est une équipe qui s'occupe de diffuser les bonnes pratiques, qui s'occupe aussi de réfléchir à quelles pourraient être les pratiques de demain en matière de recherche utilisateur. Et on a fait un constat. Alors, pardon, la recherche utilisateur, globalement, c'est plus on comprend les gens, mieux on a de chances de concevoir des produits qui, on va dire, sont utiles, utilisables, utilisés. Et la discipline de la recherche utilisateur, c'est de recueillir et d'analyser un maximum de données sur les utilisateurs afin de mieux les connaître. Et on s'est dit, tiens, c'est quand même bizarre, on analyse très rarement de verbatim en grande quantité. Alors bizarre, pas forcément quand on sait que ça prend un temps fou, mais c'est quand même pas fou parce qu'on se prive de beaucoup d'informations. Imaginez 9000 verbatim qu'on n'aurait pas analysé, c'est quand même une source d'information cruciale quand on veut prendre des décisions. Alors oui, il y a des outils, il y a plein de choses qui existent sur le marché, mais c'est rarement satisfaisant complètement d'un point de vue coût, d'un point de vue sécurité, RGPD, et en tant que consultant, c'est pas tout le temps des contextes faciles pour les déployer. Donc on s'est dit, tiens, on va peut-être toquer à la porte des data scientists d'Octo, en l'occurrence Théo Santos, et on va lui demander, est-ce qu'il y a peut-être une opportunité de réussir à faire quelque chose avec de l'IA? Et à partir de là, on lance un POC, on lance un essai en embarquant de l'IA dans notre outil et notamment du NLP. Et là, peut-être, vous allez vous dire, ah, le NLP, je connais un peu moins que le mot IA, et c'est normal, on va en parler, mais pas tout de suite. Parce que on va faire un petit tour plus large, on va prendre un peu de hauteur sur la data science. La data science, qu'est-ce que c'est? C'est la science de faire parler les données. Jusque-là, encore une fois, c'est assez clair. Et j'aime bien cette représentation-là, qui n'est pas la seule, mais en tout cas qui a marché pour moi et j'espère qu'elle marchera pour vous. C'est d'aborder la data science en plusieurs sous-disciplines. Le premier, le big data. Globalement, on récupère des informations, tout type d'informations, tout type de données, pardon, des données textuelles, des images, des vidéos, de l'audio, enfin tout, et on le stocke en le transformant pour que ce soit utilisable ensuite. Utilisable dans la deuxième sous-discipline, la data analyse, où là on va prendre ces données, on va essayer de les mettre en forme, toutes les données numériques, toutes les vidéos, on va les transformer, etc. On va essayer de prendre des décisions en data analyse. C'est aussi là où on voit tous les outils de reporting, les différents tableaux, comme ça que c'est alimenté. On prend des décisions
stratégique. Et le dernier, l'intelligence artificielle, c'est plutôt celui-là qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la capacité à donner à la machine des fonctions cognitives. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle réfléchit, mais ça veut dire qu'elle est capable d'exécuter des tâches qui nous, humains, nous demandons de réfléchir. Dans l'intelligence artificielle, il y a plein de petits domaines, en tout cas de différents domaines d'algorithmes et de modèles. Donc, pour en citer quelques-uns, le machine learning, là c'est plutôt des modèles simples, on va dire, basés sur des stats et des probas. On peut aller un peu plus loin avec des modèles plus complexes, des modèles plus gros aussi, forcément, et aussi plus autonomes pour faire d'autres types de tâches. Et on en a encore avec les IA génératives. Celle-là, ça parle à beaucoup de monde, parce qu'on crée carrément de nouveaux contenus, du texte, des images, des vidéos. Enfin, voilà. Et dans tous ces modèles, on peut l'appliquer au NLP. Donc il y a des modèles de NLP de différentes catégories. Et vous vous dites, c'est bon, on va savoir ce que c'est le NLP si vous ne le savez pas déjà. Eh bien non, pas tout de suite, parce qu'on va faire des petits exercices, en tout cas on va mettre un petit peu en musique tout ça. Je vous présente Robert. Bonjour Robert, évidemment. Robert qui est un algorithme, ou plutôt plusieurs algorithmes, qui va peut-être nous aider. Imaginons que je vous offre à tous un appartement de 200 mètres carrés à Paris. Voilà, c'est gratuit, c'est pour moi, je suis sûr que vous allez me remercier. Non? Vous n'allez pas me remercier? Si, merci. Et vous vous dites, bon, j'ai maintenant cet appartement sur les bras, qu'est-ce que je peux en faire? J'aimerais bien le louer, mais je ne sais pas à quel loyer. Vraiment la situation de tous les jours, hein, on est bien d'accord. Vous pouvez le faire vous-même, vous pouvez demander à Robert, et puis Robert, il va regarder toutes les annonces sur Le Bon Coin, sur Se Loger, bon, bref, tout ce que vous voulez. Et il va placer toutes ces annonces en fonction, de la surface et du loyer, parce que ce sont les deux informations que vous cherchez à savoir. Il va regarder les 200 mètres carrés, il va vous dire « Oh, ça a l'air d'être 6050 ». Je ne sais pas si cette information est à peu près cohérente, je n'en sais rien. Et là, vous vous dites « Bon, bah, c'est cool, Robert, mais honnêtement, j'aurais pu le faire tout seul. Même une équation mathématique, on est bon. » Oui, mais si vous ajoutez plein d'autres paramètres, plein d'autres variables, ça devient plus compliqué. Et donc là, merci Robert de faire tout ça d'un coup et de vous donner le bon loyer. On va tester d'autres choses quand même ce coup-ci, notamment vos connaissances du monde animal. Et on va taper des mains et taper des pieds. Et oui, je sais que vous adorez ça. Donc, je vous propose de taper des mains si vous voyez un chat et de taper des pieds si vous voyez un chien. C'est parti. Alors, je n'avais pas prévu, mais ça booste l'ego en plus, hein, c'est magnifique. On continue. Piège. Non, c'était pas un piège, bravo. Alors, félicitations déjà, vous savez distinguer un chat d'un chien. C'est bien, je n'en doutais pas, mais honnêtement, ça fait plaisir. Et deuxième chose, félicitations parce que vous venez de construire un jeu de données pour Robert. Donc, maintenant, Robert est capable de savoir à quoi ressemble un chat, mais à quoi ressemble un chien. Donc, les prochaines images que vous allez lui montrer, bah, potentiellement, il va savoir catégoriser tout seul. Si on vous demande qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est un chat ou un chien? Je vous laisse. Ok, c'est plus timide. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi vous avez. Enfin, est-ce que quelqu'un a été timide ce coup-ci par rapport à tout à l'heure et pourrait me dire pourquoi? Ouais, c'est un chat un peu bizarre. Ok. Bah c'est juste, c'est une sorte de un léopard, une panthère. Enfin, ne me jugez pas non plus sur mes connaissances du monde animal. Mais pour Robert, du coup, c'est un chat. Enfin, il a l'air de dire que c'est un chat. Bon, parce que c'est Robert 1, d'accord? C'est Robert 1, c'est Robert, il a deux catégories, mais potentiellement Robert 2, un peu plus évolué, il aurait trouvé que c'était une panthère, parce qu'il il serait autonome. Enfin, voilà pour Robert. Et on arrive un peu là où on voulait atterrir tout à l'heure, et je vais vous raconter mon avant-dernier week-end, enfin très rapidement. Alors, il était extrêmement chargé, au point que j'ai discuté avec un assistant vocal pour qu'il me raconte une blague. Alors, s'il vous plaît, ne jugez pas la tristesse de mes week-ends, d'accord? On reste... je suis sûr, on a tous essayé. Hein. Et je voulais vous la partager. Alors, il m'a dit, que font deux dinosaures quand ils n'arrivent pas à se décider? J'ai évidemment cherché. Je vous laisse ce temps de réflexion. Et il m'a répondu, un tirage au sort. Alors, deux choses. On vient quand même d'assister à un moment d'humour assez incroyable. Moi, j'ai tellement adoré que je l'ai quand même mise dans cette conférence.
Et la deuxième chose, c'est qu'on vient d'assister à une interaction humain-machine dans le langage naturel. Et c'est cette discipline, enfin c'est ce que permet cette discipline, elle s'intéresse à l'interprétation, à la synthétisation du langage naturel. Et là, vous voyez le lien vous voyez le lien entre ça et les verbatims, je suppose. Si une machine est capable de lire et d'interpréter du texte, ça peut peut-être nous servir dans nos verbatims. Alors rappelons ces 9000 verbatims, ici en format Excel et pas en format papier. Le sujet de ces 9000 verbatims, c'est des retours utilisateurs sur un produit, un service, sur, on va dire, des examens, voilà, des inspecteurs qui devaient rentrer des notes. Et on leur a demandé qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas, et qu'est-ce qu'on devrait changer demain. Bon, vraiment le classique, hein, pour vous dire que c'est applicable sur des choses à peu près partout. Ils ont répondu à ces questions dans les 3 colonnes que vous voyez là. Et ça nous a servi de point de départ pour construire l'outil, enfin en tout cas pour essayer de faire le POC. Alors Théo m'a dit je vais faire ça sur un Jupyter Notebook, c'est ça un Jupyter Notebook. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte de terminal. C'est une terminale où on fait des essais, on lance des choses, il y a des codes d'erreur parce que ça marche pas, il faut débugger, bref. Moi je ne sais pas utiliser un Jupyter Notebook et plein de gens qui doivent analyser des verbatims ne savent pas l'utiliser. Mais il m'a dit là, on a du potentiel quand même. Donc la deuxième étape, c'était de faire une sorte d'interface un peu plus utilisable, un peu plus compréhensible et accessible pour le commun des mortels comme moi. Et l'idée, là, c'est pas de vous présenter les écrans, c'est juste que vous regardiez et que vous voyez qu'il y a des radio buttons, il y a des drop-downs, enfin des choses qui sont à peu près connues. Je pense que ça vous a pas échappé, c'est quand même très simple, autant visuellement que l'approche. Hein. On est parti de pas grand-chose pour arriver à pas grand-chose à ce niveau-là. Et c'est simple aussi sous le capot, finalement. Les verbatims, c'est le petit fichier avec le X pour le fichier Excel. On l'importe dans Verbatim Analyzer, et ensuite, Verbatim Analyzer procède à une première partie, une première étape, qui est le nettoyage de toutes ces données. Parce que ça fait beaucoup de mots, vous imaginez, 9000 retours, ça fait beaucoup de choses à analyser. Donc ils vont enlever tous les mots qui ne sont pas porteurs de sens, on va dire, les stop words, comme on dit, donc tous les déterminants, les pronoms, les mots, très peu de sens, des fois les formules de politesse aussi, les emojis parce que ça ne nous intéressait pas, puis ils gèrent aussi tout ce qui est ponctuation et espace, en tout cas certains espaces. Une fois que c'est bon, une fois qu'on a limité un maximum les données à lui faire analyser, se passe la phase de traitement. Et là, il appelle un modèle de NLP, donc un algorithme qui va être capable de prendre ces mots, de les transformer en vecteurs et de regrouper ces vecteurs en fonction de leur proximité sur un repère. Et ça va faire des regroupements de mots, des regroupements de mots de la même base. Et c'est ce qu'on affiche au final sur cet outil. Ça peut nous aider à synthétiser et à réduire le nombre d'informations. Bonne nouvelle, on a fini un peu la partie théorique. On peut passer à la démo, si ça fonctionne, parce que c'est quand même une démo live. Hop. Alors, je vais quand même partir du début, ce sera mieux. Voilà Verbatim Analyzer. Alors évidemment, on a bien sûr le code d'erreur au début, mais ça c'est normal, c'est un code d'erreur qu'on a voulu. C'est juste pour nous dire qu'on n'a pas encore de fichier. Donc la première chose qu'on fait, c'est, comme on l'a dit, on l'importe. On importe le fichier. C'est le fichier enquête résultat. Et comme on le voit à droite, et je peux le faire avec la souris pour vous guider, on a là les 3 questions qu'on a posées à nos inspecteurs, vos points négatifs, les points positifs, les douleurs et les axes d'amélioration. On va prendre comme exemple les points positifs pour cet exercice, parce que j'ai préparé l'exemple comme ça, et on va sélectionner le nombre de groupes de mots à afficher. D'expérience, c'est plutôt 10 dans un premier temps pour avoir une première vue. On regarde, on se rend compte ici qu'on a bien le bon jeu de données, donc ça c'est chouette. Et dans la partie un peu plus bas, on voit la liste des 10 mots, enfin des 10 groupes de mots qui sont les plus fréquents, les plus présents dans ce jeu de données. On a aussi les groupes de 2 mots pour avoir un peu plus de contexte. Et c'est là où on va se rendre compte que finalement Verbatim Analyzer ne fait pas tout seul. C'est là qu'on va se rendre compte de la place du designer ou de la place de la personne qui doit analyser ces données dans l'analyse et le contrôle qu'il a. Parce qu'au final, on remonte surtout des occurrences à ce niveau.
Donc le travail d'hypothèse et de vérification, d'infirmation de ces hypothèses-là va débuter. Et en tant que sachant du sujet, au sens le contexte de recueil de ces données-là, je peux me dire que certains mots sont plus porteurs de sens. Résultat, c'est un mot qu'on va voir souvent, c'est normal, c'est le principe du produit, donc pas vraiment d'intérêt. On peut voir simplicité, tiens, il y aura probablement un signal au niveau de l'ergonomie, peut-être. Candidat, pareil, c'est un mot un peu neutre pour des examens, donc bon, finalement, on s'en fiche un peu. Et j'attire votre attention sur le mot modifier, parce que c'est un verbe d'action, et j'aime bien, parce qu'un verbe d'action, derrière, il y a souvent l'explication. Donc là, dans le point positif, les utilisateurs aiment modifier. La question est, modifier quoi? On va pouvoir descendre, sélectionner le mot modifier, et voir à quels autres mots ce mot modifier est associé dans les verbatims. On se rend compte que les utilisateurs aiment pouvoir modifier les résultats, aiment pouvoir modifier la possibilité, aiment pouvoir modifier le pouvoir, oh, ça fait moins sens. Alors c'est peut-être dans l'autre sens finalement, aiment pouvoir modifier les résultats, aiment la possibilité de modifier les résultats. Bref, vous avez compris. Et si jamais à ce niveau-là, on n'est pas tout à fait sûr de notre hypothèse qui tend à se vérifier petit à petit quand même, on peut sélectionner les mots, par exemple modifier et résultat, et constater par nous-mêmes ce qu'ont vraiment dit les utilisateurs, pour voir si dans la masse, au final, on s'y retrouve. On scrolle, on peut voir pouvoir modifier les résultats, modifier, enfin bref, je vous l'épargne, on ne va pas tous les lire, mais vous avez compris l'idée. Donc, à ce niveau-là, ce qu'on peut faire en tant que designer, je vous montre comment je m'y prends moi. J'ouvre un fichier Excel juste à côté, je colle mon top 10 par exemple, et dans la partie restitution hypothèse, je me dis finalement, pouvoir modifier les résultats. Voilà, c'est la totalité de mes verbatims associés à modifier qui sont pris en compte. Donc je peux faire comme ça. Et à ma restitution, je fais ça pour ma restitution, évidemment, je fais ça pour tous les mots. Alors on ne va pas passer par chacun des mots parce que ce n'est pas le but, honnêtement. C'était juste pour vous montrer comment ça fonctionnait, que c'était très, très simple. Si jamais ça vous intéresse, globalement, on a eu 2 grosses catégories. La modification des résultats qui était vraiment une plus-value, et l'ergonomie ou l'intuitivité, enfin une grosse famille comme ça, qui s'expliquait par la navigation, par la rapidité, par la simplicité, bref. On a fini la démo de l'outil. Et vraiment, pour terminer cette première partie-là, j'aurais vraiment voulu appuyer sur le fait que finalement, cet outil-là, il est très simple. Hein, je pense que vous l'avez vu, autant technologiquement que visuellement, et puis même dans les moyens nécessaires pour le développer, c'était aussi très simple. Et le deuxième point, c'est la place de l'opérateur, du designer, de la personne qui analyse, elle est prépondérante parce que c'est lui qui drive tout ça, qui drive cette analyse. Ce n'est pas l'outil qui donne quelque chose, qui presque vomit quelque chose et on ne peut pas l'expliquer. Au contraire, là, on peut l'expliquer, on peut le défendre, on n'a pas le même impact. On peut donner de la nuance. Donc c'est vraiment un assistant, ce n'est pas une sorte de thermomix là, de la recherche utilisateur ou un truc comme ça. On est bien d'accord. Et pourquoi je vous en parle? Alors finalement, si c'est très simple, si ça fait 3 ans qu'on l'utilise chez Octo, etc., c'est probablement des projets de R&D plus sympas à présenter, plus à la pointe, et c'est vrai. Mais si justement je vous en parle, c'est parce qu'on l'utilise toujours aujourd'hui, et malgré tout ce qui est sorti. Je pense que ça s'explique pour ça, la balance finalement entre les performances de l'outil et ce qu'il coûte. Alors c'est pas moi qui ai inventé ce genre de principe, hein. Ça existe depuis bien longtemps. Mais pour le côté performance, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on gagne? On gagne du temps, on gagne potentiellement de la qualité à utiliser l'outil. Bon. Ou pas, hein, bien sûr, ça dépend. Il faudra qu'on voit ça. Et qu'est-ce qu'on perd? On perd peut-être de l'argent, on perd peut-être des ressources, on perd peut-être aussi certaines libertés, enfin la notion du coût humain. Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on se trouve avec Verbatim Analyzer sur cette balance? Je vous propose qu'on aille là-dessus. La première chose, c'est le temps gagné. Alors, le temps gagné, globalement, les graphes qui vont suivre, c'est des graphes où on a comparé avec une analyse à la main d'un user researcher confirmé, voilà, qui sait ce qu'il fait. Hein. On lui fait confiance pour faire quelque chose de bien. Et on a comparé ce temps, en l'occurrence, avec le temps qu'on met avec l'outil. Donc, c'est un peu des AB.
Au-dessus à droite, vous avez le temps gagné ou le rapport gagné en fonction de à la main versus pas à la main versus avec l'outil. En gros, 8 fois plus de temps à la main qu'avec l'outil. Et on voit que ça tend à augmenter plus il y a de verbatim. Jusque-là, bon, ça se confirme. Mais on gagne quand même en fait aussi du temps avec assez peu de verbatim. J'étais surpris de ça. Je ne pensais pas sincèrement, mais finalement, c'était plutôt intéressant. Pour info, les 9000 verbatim, c'est pas moi qui les ai analysés, c'est une collègue. Et elle les a analysés 2 semaines avant que l'outil sorte. Non mais, petit moment de silence quand même, parce que c'était très long, très compliqué, et elle m'en a un peu voulu de ne pas l'avoir sorti avant. Mais moi, c'était l'exemple parfait pour faire justement mon premier A/B testing. Je n'étais pas dans la même mission, donc je n'avais aucune idée du contexte. J'ai fait de mon côté, on est tombé sur plus ou moins, enfin même complètement, les mêmes enseignements. Et c'est ce graphe-là, le graphe de qualité, on peut dire ça comme ça. Alors la qualité ou le pourcentage de similitude avec une comparaison à la main, parce que c'est notre point de référence là pour cette petite étude, voilà, si on peut l'appeler comme ça. C'est toujours le point de droite, hein, forcément, parce que c'est le point où il y a les 9000 verbatim. Et on se rend compte que plus il y a de données, eh bien, plus il y a de similitudes. Et ça, c'est plutôt encourageant. Et que même finalement, quand il n'y a pas beaucoup de données, on se trouve pas si mal. On se trouve pas si mal, notamment en rapport avec le temps passé. Sachant que pour la petite histoire, les petits pourcentages qui manquent au début, c'est souvent, vous savez, quand vous faites une restitution des principales thématiques abordées par les utilisateurs, vous faites un top 5 par exemple, je ne sais pas, et ben c'est le numéro 5 est inversé avec le numéro 4 par exemple. Donc c'est pas forcément dans les priorités les plus grandes, quoi. On est sur les mêmes ordres de grandeur en tout cas. On a parlé des choses plutôt positives, je pense. Parlons peut-être de ce que ça peut coûter. Et là, de manière générale, pour les ressources, sur les modèles d'intelligence artificielle, on voit 2 sources de perte de ressources, justement. Les ressources qu'on perd lorsqu'on entraîne ces modèles, donc plus, je fais très simple, hein, je ne suis pas forcément expert du sujet, mais plus ils sont gros, plus ils sont volumineux, plus il faut de données, plus il faut d'entraînement, et plus ça coûte des ressources. La deuxième source, c'est la requête. C'est à chaque fois qu'on fait appel à cet outil-là, potentiellement ça coûte de l'énergie. Si vous demandez la météo à ChatGPT, ou que vous écrivez sur votre navigateur quelle est la météo de demain, ou que vous écoutez la radio, ou que vous demandez à votre voisin, enfin que sais-je, c'est à chaque fois une requête, mais c'est pas le même coût pour la planète. Alors vous voyez, Verbatim Analyzer, le modèle très petit, et puis au niveau de la requête, vu qu'il est en local, donc pas connecté à l'extérieur, ben, il prend juste de la batterie, de la puissance de calcul. Plutôt correct. Ensuite, ce qui coûte, bon, on peut dire qu'il est gratuit dans le sens où il n'y a pas de coût de licence. Évidemment, il a demandé un coût de développement, mais qui, sincèrement, je pense que c'était quelques heures sur 3 semaines. Enfin, voilà, c'était même d'ailleurs du temps alloué à ça, donc très peu de coûts là-dessus. Au niveau des données, je le répète ici, tout est en local, donc il n'y a pas de problème de stockage à l'externe. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où la machine ou l'opérateur est habilité à traiter de certaines données, on n'a pas de restriction dans l'usage. Donc ça permet de le déployer, de l'utiliser dans plein de contextes différents. Le dernier point, c'est peut-être la partie expérience utilisateur, où c'est un peu le revers de la médaille. Il est tellement simple qu'il faut un petit tuto pour l'installer, et puis il faut le lancer en local, il y a quelque chose à faire. Et puis même pour l'utiliser, il faut prendre un petit coup de main, et les quelques petits conseils que je vous ai montrés en faisant une démo, là, en 5 minutes, va constituer 1 heure à peu près de coaching pour pouvoir en tirer peut-être le meilleur à date de ce qu'on sait. Donc pour résumer, globalement, on considère que tout est ouvert parce qu'on considère que tout est suffisant, finalement. Tout ce qui nous apporte est suffisant par rapport à ce qui nous coûte. On arrive à la fin, la synthèse. Et j'aurais aimé vous partager quelques points. Le premier, c'est que au global, la data, l'IA la data et l'IA sont présents dans notre quotidien professionnel, un peu partout. Et il y a un train qui est déjà en marche depuis un certain temps, et je pense qu'il faut vraiment prendre ce train-là. Alors là, on l'a pris de cette façon avec Verbatim Analyzer, mais on peut le prendre différemment. L'idée, c'est surtout de ne pas le prendre à tout prix forcément non plus. Toujours questionner
Est-ce que c'est vraiment intéressant que je fasse déjà ça, de manière générale? Est-ce que ça a de la valeur? Est-ce que ça a de la valeur de le faire avec un outil d'IA? Et est-ce que ça a de la valeur de le faire avec cet outil précisément, en fonction peut-être de cette balance coût-performance et de s'il est suffisant pour ce que j'ai à faire ou surdimensionné? Le dernier point, c'est que justement un outil suffisant peut être simple, pas besoin d'être gros pour réussir à faire ce qu'on lui demande. Et c'est dans le cas de Verbatim Analyzer, cette simplicité qui le rend utile. S'il avait été plus complexe, eh bien, on n'aurait pas pu l'utiliser à ce point. Petit spoil. La notion d'outil, du bon outil pour la bonne tâche, ça me rappelle voilà, vraiment spontanément, du coup. Ça me rappelle une histoire personnelle. Mon père était mécanicien, et quand j'étais petit, je l'aidais pas mal, pour être honnête. Et à 7-8 ans, ma responsabilité, c'était de lui apporter des outils. Voilà, c'était mon précaré, ça. Donc quand il était bloqué comme ça, au lieu de se lever, hein, il me disait, Alexis, va chercher une pincetto, par exemple. Donc 7-8 ans, je me dirige dans la partie du garage où il y a 3 établis, chacun composé pardon, de 9 tiroirs. J'ouvre les tiroirs un par un. Je tombe finalement sur le tiroir des pinces, parce que c'était une pincetto, mais sauf que je ne savais pas ce que c'était qu'une pincetto. Et dans le tiroir, il n'y a pas une pince, il y en a une trentaine. Elles sont grandes, petites, il y en a qui coupent, il y en a qui écrasent, il y en a des toutes droites, il y en a des un peu tordues. Et j'en prends une, je ne sais pas si c'est la bonne, peut-être celle qui m'inspire le plus confiance. Mais pour info, c'est ça une pincetto. Hein. C'est-à-dire, c'est pas forcément marqué dessus. On se dit pas, celle-là, c'est facile, c'est la pincetto. J'en prends une, c'est pas forcément la bonne. Je prends du coup celle-là. Parce que je l'avais peut-être déjà vue, parce que c'était la première qui venait, c'était celle où j'avais plus facilement compris le mécanisme par rapport à l'autre, là, où j'ai rien compris. Je sais pas, bref, je ramène, et il me dit, Alexis, ce n'est pas une pincetto. Ah, quel dommage. Bon. Et là, il m'explique que bon, oui, d'accord, c'est une pince, c'est déjà pas mal, tu t'es pas trompé. Mais d'un autre côté, si j'utilise cet outil-là, je risque de me faire mal, d'abîmer la pièce. En plus, j'ai pas assez de place, donc ça va me prendre plus de temps. Je peux m'en sortir, mais c'est pas le bon outil. La morale de ça, c'est que globalement, la première pince n'est pas forcément la bonne. Hein. Pas forcément la bonne, ou la première, ou la plus grosse, la plus connue, bref, vous avez compris l'idée. Et au final, Alexis, 7-8 ans, avec ses établis, ses tiroirs, ses pinces-là, je me disais, c'est peut-être un peu nous, des fois, avec tous les produits d'IA, tous les outils qui sortent, on ne comprend pas tout, on voit qu'il y en a plein, on voit qu'on en parle partout, on voit les mentions, on voit les rapports de performance, on voit plein de choses, et on se dit, bah, tiens, on va essayer celui-là. Bah oui, continuons de toute façon, explorons, continuons d'explorer, d'apprendre, de tester tout ça. Mais en plus de se poser la question, est-ce que c'est vraiment utile ce que je compte faire? Est-ce que c'est vraiment utile ce que je compte faire avec de l'IA? Est-ce qu'on ne peut pas aussi se poser la question, est-ce que cet outil que je m'apprête à utiliser, c'est l'outil suffisant, juste suffisant pour ce que j'ai à faire? Je ne m'étais pas vraiment présenté totalement tout à l'heure, donc je vais finir là-dessus. Rebonjour tout le monde, enchanté. Je m'appelle Alexis, je suis user researcher chez Octo Technologies depuis 4 ans maintenant. Ici, toujours pas ici. Et avant ça, j'ai fait des études de psychologie cognitive, ce qui m'a aussi un petit peu amené à m'intéresser à l'IA de manière générale. Et j'ai eu la chance de pouvoir collaborer chez Octo avec plein de gens formidables sur des projets data, des projets IA, comme un peu celui que je vous ai montré. Et je suis content aussi de vous dire qu'aujourd'hui, je fais un peu plus attention à quelle pince suffit pour ce que j'ai à faire. Merci à tous.